Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous analysons un article fascinant sur l'évolution de la plongée industrielle en Italie, depuis la naissance des opérateurs techniques subaquatiques jusqu'à la loi sicilienne. L'article souligne comment tout a commencé avec un décret de 1979 qui a simplement remplacé le mot palombaro par plongeur. Quel était le contexte et la portée initiale de cette réglementation ? Exactement, Rachel. Le décret ministériel du 13 janvier 1979, émis par le ministère de la Marine marchande, a créé la catégorie des plongeurs en service local. Les articles 1 et 2 spécifiaient clairement que ces opérateurs étaient chargés des services portuaires et pouvaient exercer leur activité uniquement à l'intérieur du port d'inscription ou dans ses environs, avec la possibilité d'opérer temporairement dans d'autres ports après autorisation. Une réglementation très localisée initialement. Cependant, l'article mentionne que le décret a subi quelques intégrations et modifications assez rapidement. Pourriez-vous nous expliquer les changements les plus significatifs survenus au début des années 80 ? En 1981, un décret intégratif a étendu la possibilité d'inscription non seulement aux citoyens italiens, mais aussi à ceux des autres pays membres de la Communauté économique européenne. La modification cruciale est arrivée avec le décret ministériel du 2 février 1982. Ce décret a remplacé le mot « plongeur » par « opérateur technique subaquatique » ou OTS. Pour la première fois, il était spécifiquement demandé de posséder un diplôme de technicien spécialisé en travaux subaquatiques ou un certificat de qualification professionnelle d'OTS, accompagné d'un brevet. Cela marquait un pas vers une plus grande formalisation professionnelle. Intéressant le passage d'une simple substitution de terme à une véritable qualification. L'article souligne cependant que malgré ces décrets, le cadre normatif n'était pas encore parfait et qu'il y a eu des modifications de nature non législative. Quels ont été ces ajustements et surtout, l'incident de la Costa Concordia a-t-il joué un rôle dans cette évolution ? Absolument. Plusieurs initiatives non législatives ont comblé des lacunes. Par exemple, en 2006, une décision du TAR du Latium a aboli la limite d'âge maximale de 35 ans pour les OTS. En 2012, un document du ministère des Infrastructures et des Transports a garanti aux citoyens extracommunautaires résidant régulièrement en Italie le droit à l'inscription et au livret de reconnaissance. Et oui, l'incident de la Costa Concordia a mis en lumière une limitation significative. En 2012, la capitainerie de port de Livourne, répondant aux plaintes d'OTS qui n'avaient pas été embauchées pour la récupération de l'épave, a clarifié que le décret de 1979 s'appliquait uniquement aux activités à l'intérieur des ports. L'épave de la Concordia, se trouvant hors du périmètre portuaire, ne relevait pas de cette réglementation, mettant en évidence une distinction claire entre la plongée inshore et offshore que la législation italienne ne couvrait pas adéquatement. Donc une lacune normative significative pour les opérations offshore. Cela nous amène à considérer comment les grandes entreprises du secteur ont commencé à développer leurs propres lignes directrices. L'article cite des documents de l'ENI Saipem qui décrivent différents niveaux de plongée. Pouvez-vous nous expliquer ces standards industriels et comment ils se comparent à la réglementation ? L'ENI Saipem, déjà en 2003 et puis avec des révisions successives, avait spécifié 3 niveaux distincts pour les plongées. Jusqu'à 30 mètres avec station de plongée à air comprimé, entre 30 et 50 mètres qui prévoyaient une cloche ouverte ou un panier pour la descente et la remontée, et au-delà de 50 mètres où il était requis un équipement pour les hauts fonds avec chambre de décompression et cloche hyperbare interconnectée. Ces standards n'étaient pas dictés par une loi nationale spécifique, mais répondaient à des besoins opérationnels complexes et s'alignaient sur des normes internationales comme les IMCA D023 et D024, outre le règlement du registre italien naval pour les travaux subaquatiques en Italie. Même Enel, dans un document de 2014, faisait référence au standard IDSA, International Diving Schools Association. Ainsi, tandis que la législation avait du mal à suivre, l'industrie se déplaçait de manière autonome, en regardant les normes internationales. L'article mentionne un projet de loi de 2014 qui tentait d'harmoniser ces besoins. Qu'est-ce que ce projet de loi proposait et quelles normes internationales reconnaissait-il ? Le projet de loi numéro 2751, présenté en 2014 par l'honorable Deborah Bergamini, représentait une tentative cruciale de réglementer les activités subaquatiques et hyperbères. Il reconnaissait explicitement 3 piliers pour la formation et les opérations en mer. Les normes de formation de l'IDSA, la seule association pédagogique internationale pour la plongée industrielle, les normes opérationnelles de l'IMCA, qui incluaient également la norme UNI
11 366 sur la sécurité et les normes de sécurité de la Health and Safety Executive, ou HSE, du Royaume-Uni. L'objectif était de garantir une plus grande reconnaissance de la qualification du plongeur italien au niveau international, en suggérant également une division du registre des plongeurs en différentes catégories basées sur la formation et les compétences, comme cela se fait dans le reste du monde. Cela montre une prise de conscience claire de la nécessité de normes mondiales. Cependant, en Italie, la formation professionnelle est une compétence régionale, ce qui peut créer des complexités. Comment cette spécificité italienne a-t-elle été intégrée dans la tentative de moderniser le secteur ? C'est un point douloureux. Chaque région italienne a l'autonomie pour définir les politiques et les stratégies pour la formation professionnelle, en l'adaptant à ses propres besoins territoriaux. Cela signifie que seules les régions peuvent définir des parcours de formation normés, c'est-à-dire soutenus par une législation spécifique, ou non normés. Cette fragmentation a rendu difficile la mise en œuvre d'un standard unique au niveau national pour la plongée industrielle. Et pourtant, l'article se termine par un exemple de réussite, celui de la région sicilienne. Qu'est-ce que la Sicile a fait qu'aucune autre région ou le gouvernement central n'avait réussi à faire jusqu'à présent dans ce secteur ? La région sicilienne, avec sa loi régionale du 21 avril 2016, a été la première en Italie à établir des règles précises et des parcours de formation spécifiques pour la plongée industrielle, tant en mer qu'en offshore, couvrant à la fois les eaux peu profondes et les eaux profondes. Elle a rassemblé et harmonisé tout ce qui existait au niveau national et international, obtenant également l'approbation du Conseil des ministres. Cette loi a ensuite été publiée dans la Gazette officielle de la République italienne, lui conférant une validité et une reconnaissance significative. En 2019, le décret d'application a également été publié, signé par l'honorable Musumeci, qui réglemente les parcours de formation normés dans ce secteur, en s'alignant également sur les délais prévus par les normes IDSA. C'est un pas en avant fondamental pour la plongée industrielle en Italie. Un véritable exploit réglementaire pour un secteur aussi spécifique. Rachel, cela a été un long et complexe parcours, depuis la substitution initiale d'un terme jusqu'à une législation régionale qui intègre enfin les normes internationales. Merci de nous avoir guidés dans cette analyse. Dans le prochain épisode, nous approfondirons cette très importante loi de la région sicilienne, son décret d'application et ses implications. Merci à toi Rachel.